Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Late et Smart. Et tout de suite, on célèbre un anniversaire, à la fois l'anniversaire de Late et Smart et l'anniversaire de Bismart. Il y a un an exactement, se lançait la chaîne des audacieux, Bismart, et par la même occasion, en fin de journée, à 23h, du lundi au vendredi, Late et Smart. Voilà, bon anniversaire. On s'auto-souhaite bon anniversaire. On vous remercie de rester fidèle à l'émission. Si vous l'êtes pas, n'hésitez pas de regarder du lundi au vendredi, Bismart, quelle que soit l'heure du jeu, de la journée, évidemment. Voilà, bon anniversaire à toute l'équipe, à toutes celles et ceux qui nous aident à préparer les émissions, particulièrement celle-ci, évidemment. Alors, l'été Smart, on va revenir à la règle habituelle des sujets dans l'actualité économique du moment pour tenter de mieux les comprendre, de mieux les appréhender, les analyser. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, déjà, on va sortir un tout petit peu, tout en essayant de s'accrocher quand même à l'économie. On va commenter la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine aujourd'hui pour essayer de s'intéresser un petit peu plus à la Russie. Le titre, voilà, un petit clin d'œil. La Russie, combien de divisions, à la fois en termes de puissance économique, en termes de relations avec l'économie française, en termes de poids dans le numérique, notamment à la fois en bien et puis parfois en mal, puisqu'on dit souvent que les sujets de type cybersécurité, cyberattaque ont régulièrement leur origine en Russie. On essaiera de creuser tout ça avec mes invités. Puis dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera à la French Tech. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, a lieu le salon Vivatech, le grand rendez-vous, le grand rendez-vous annuel des startups de l'économie numérique en France. L'année dernière, il n'y a pas eu lieu. Aujourd'hui, ça signe un peu le retour de ces grands salons professionnels. C'est le premier du genre. L'occasion de poser cette question, là encore, toute simple. La French Tech, une réussite, point d'interrogation. Il y a eu des études, on parle désormais du poids de la French Tech en matière de croissance, en matière d'emploi. Et puis voilà, on verra si effectivement le sujet se prête encore d'avoir un prisme français, ou est-ce qu'il faut élargir la vision à toute l'Europe, est-ce qu'il faut que la French Tech devienne une European Tech. Voilà, autant de petites pistes qu'on évoquera tout à l'heure dans le débat. Le débat en compagnie d'Alexis Garati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des recherches économiques de l'ère Hermès. Donc là, le métier du groupe, c'est l'assurance crédit. Côté entrepreneur, Lionel Barabon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Famoco. Vous, votre métier, c'est les terminaux mobiles connectés. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. On va essayer de profiter de ces deux regards, ces deux approches complémentaires. Tout de suite, la question apéritif, il y en aura deux d'ailleurs, elle va être double ce soir exceptionnellement. Le Premier ministre Jean Castex est intervenu ce midi pour annoncer des bonnes nouvelles aux Français. Anticipation de la fin du couvre-feu, c'était prévu au 30 juin, ce sera dès ce dimanche. Et encore plus anticipé, la fin du masque en extérieur dès demain, donc dans quelques heures, voilà, puisqu'on est effectivement en soir un petit peu tard, c'est l'heure de diffusion de Late et Smart. Dès demain, plus de masque en extérieur, sauf regroupement, sauf évidemment les transports en commun, tout ce qui est, et évidemment le masque sera conservé à l'intérieur, qu'il s'agisse des bureaux, dans les entreprises, bien entendu, ou dans les magasins. Par exemple, il y a cette idée donc on est dans l'accélération du déconfinement, on a le sentiment qu'on va quasiment vivre comme avant, peut-être dès demain, a fortiori dès la fin du week-end avec la fin du couvre-feu. Alors tout ça a été un petit peu anticipé. Pour ce qui est du couvre-feu, c'est une anticipation de 10 jours, donc ça ne change pas forcément la donne. Quel est le regard de l'économiste Alexis sur ces annonces qui sifflent quasiment le début de la récré, mais en tout cas le retour à la vie d'avant. Alors on imagine bien qu'une anticipation de 10 jours, ça ne pèse pas sur le... Mais il y a un message derrière quand même c'est ce qu'a dit le Premier ministre, la situation sanitaire est même meilleure qu'anticipée, a-t-il dit. Alors, en tout cas chez nous, il n'a pas regardé de l'autre côté de la Manche, mais en attendant chez nous, et donc du coup on peut... Là, pour le coup, ce n'est pas les termes qu'il a utilisés. On peut ouvrir les vannes, l'économie se réjouit. Alors, le citoyen, j'imagine, mais l'économiste. Oui, je confirme. L'économiste se réjouit. Ça confirme notre vision d'une réaccélération de la croissance française. On attend 5,4% de croissance. Ça, c'est votre estimation pour 2021 chez l'ère Hermès, d'accord ? Pour 2021. Donc, le rebond est là. Et ce qui est important, c'est, comme vous le dites, le message de confiance, en fait. Accumuler des news, des surprises positives. Ce choc de confiance positive, c'est ce qui va être primordial dans les mois qui viennent. Juste un seul chiffre, 140 milliards, le montant de l'épargne accumulé
par les ménages français depuis le début de la crise. Ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est de libérer cette épargne pour qu'elle vienne supporter, pour qu'elle vienne soutenir la croissance. Donc plus le gouvernement a des messages de confiance, plus le gouvernement nous assène des surprises, disons, de type positif, ça vient soutenir cette libération de l'épargne. Donc ça vient soutenir la croissance. Il y a un autre sujet qui est un petit peu moins positif, et on n'est pas médecin, donc on ne va pas juger sur le fond. Petite décélération de la vaccination. Il y a une époque, effectivement, il y a quelques mois, les économistes disaient il y a un sujet, une priorité, vaccination, pour précisément pouvoir en sortir. Ouais. Là, effectivement, on a des annonces très positives sur la vie quotidienne du Premier ministre à midi, et en même temps, on voit qu'il y a une petite décélération de la vaccination. Il faut garder ça quand même, même avec un regard d'économie. Je veux dire, évidemment, pas celui d'un médecin, d'un épidémiologiste. Oui, je confirme. Plus vous prenez de retard, et ça se chiffre en semaines et en dizaines de milliards d'euros au niveau européen, il ne faut pas accumuler de retard dans cette trajectoire qui nous amène à l'immunité collective. Donc, qui normalement est attendue... En supposant qu'on puisse y arriver. Là, il y a débat, mais on n'est pas forcément compétent autour de cette table pour aller dans ce débat-là. Le regard soit du citoyen et de l'entrepreneur en même temps sur ces annonces du Premier ministre à la mi-journée, cette accélération, cette anticipation de la finalisation du déconfinement. Moi, je pense qu'il ne fait que prendre état de ce qui est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont vaccinés, le virus circule moins. On sait très bien qu'il y a très peu de contamination à l'extérieur. Les gens ont besoin d'avoir des règles qu'ils comprennent et des règles qui ont du sens. Le masque à l'extérieur en a de moins en moins et il prend juste acte de ça. Pour moi, c'est pas tant une accélération que de se remettre en adéquation avec une réalité qui est que porter un masque dehors, en plus quand il fait chaud, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est tout pour moi. Oui, donc il s'aligne sur la réalité. Allez, on verra ce que ça donne. En tout cas, on se réjouit, comme vous, certainement, de pouvoir tomber le masque en extérieur et en dehors des groupes dès demain matin. L'autre sujet, rien à voir, je le disais, je voulais que vous avoir votre commentaire sur la décision de Bertrand Camus, donc le patron du groupe Suez, qui Rewind, les épisodes précédents, on s'en souvient, qui s'est longuement battu contre la tentative de prise de pouvoir de Veolia il y a quelques mois, et qui aujourd'hui, dans une interview au Figaro, et manifestement dans un mail en interne quelques heures avant, dit « J'ai décidé de ne pas faire partie de l'aventure du nouveau Suez, le nouveau Suez étant le Suez qui reste en dehors de Veolia, à l'issue d'une espèce de partage de territoire qui s'est réalisé entre les deux groupes pour finaliser globalement l'acquisition de l'essentiel de Suez par Veolia. Le Figaro nous dit que le directeur général de Suez n'a pu empêcher l'OPA de Veolia, mais il a réussi à obtenir la création d'un nouveau groupe qui, nouveau Suez, fera quand même 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il annonce dans un entretien au Figaro qu'il ne souhaite pas en prendre la tête. Comment vous interprétez ce type de décision ? Est-ce que c'est, à votre avis, il faut un œil neuf ? Moi, j'avais une feuille de route il y a 18 mois qui était un gros Suez avec son avenir, une stratégie. Là, il faut complètement repenser les choses. Il faut un œil neuf. Il y a un côté vexation, il y a un côté c'est trop petit. Comment vous imaginez Comment vous percevez cette annonce de Bertrand Camus ? Pas comme ça. Moi d'abord, je me suis beaucoup... on a tous suivi un petit peu... Oui, on l'a évoqué à de nombreuses reprises dans l'émission, ce feuilleton. Ça a été un des feuilletons de la saison, comme on dit. Et je trouve que moi, ce que je vois dans cette histoire, c'est un entrepreneur, d'abord quelqu'un qui n'est pas un homme de réseau, Bertrand Camus, c'est quelqu'un qui vient... du travail, qui est monté dans son entreprise. Oui, 4 sub, 4 dirigeants, patron. Voilà. 4 dirigeants qui est monté. Donc c'est un travailleur qui réussit et qui, d'un seul coup, face à ses actionnaires qu'ils prennent pour une quantité négligeable, qui décident de se partager un gâteau sans même l'en avertir, sans même lui demander ce qu'il en pense, sans même le consulter, d'un seul coup, se bat pour défendre son entreprise. Et ça, moi, je trouve ça absolument admirable. Il se bat pour défendre son entreprise, donc ça a beaucoup énervé, ce que j'ai pu comprendre et lire dans la presse, ses investisseurs, ses actionnaires. Et puis finalement, il a réussi à défendre un gâteau. Moi, je ne pense pas qu'on puisse rester travailler, défendre une entreprise si on n'a pas un soutien fort de ses actionnaires. Et visiblement, il ne l'a pas. Là, il change d'actionnaire quand même, puisque effectivement, c'est plus Engie qui... Oui, il change d'actionnaire, mais on sait très bien
tous que ce partage-là s'est fait à peu près par des gens qui décident de comment le partage va être organisé, et c'est toujours à peu près les mêmes qui sont quand même aux commandes de cette histoire. Ouais. Et donc finalement, il dit, bon, écoutez, quand vous avez des décisions à prendre, vous ne me consultez pas. Il est donc évident que je ne suis pas la bonne personne pour maintenant continuer à diriger cette entreprise. Moi, je trouve qu'il a fait ça avec beaucoup d'élégance. Il s'est battu avec beaucoup de courage. Il s'est révélé dans cette opération. Voilà, moi je pense que on devra, j'espère, dans quelques années, dans les écoles de commerce, réfléchir et étudier comment il s'est défendu, et je trouve que sa sortie est très honorable. Et on étudiera au regard du parcours demain et après-demain, la partie du Suez intégrée dans Veolia, du Suez qui reste indépendant. Effectivement, ça sera d'une manière ou d'une autre, quel que soit le résultat, un cas d'école. Mais ce que je regarde, moi, c'est vraiment le parcours d'un homme qui se bat pour son entreprise. Contre ses actionnaires, et qui finalement, quand même, dans ce combat, a quand même réussi à sauver une entreprise qui est d'une taille quand même significative. Moi, je suis très admiratif de ce qu'il a fait. Votre regard à vous, Alexis, sur ce type de décision, dans ce contexte, encore une fois? Alors, habituellement, chez l'ERMS, on ne commente pas les choix stratégiques des entreprises, des grands groupes. Mais ils sont tous clients. Non, moi, le commentaire que je pourrais vous faire là-dessus, c'est un point de vue d'économiste. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la résilience et la solidité de l'industrie française. En fait, on a des fleurons de l'industrie française, à la limite des activités de services et de l'industrie. On dit souvent qu'il y a une forme de désindustrialisation de la France. Or, ces genres de groupes viennent prouver que, encore sur le plan industriel, on peut être très fort. Donc, l'unique message que j'ai, c'est qu'il faut viser à la consolidation de ce genre de groupes qui nous permettent de survivre au niveau industriel et au niveau international. Ouais. Donc, et c'est là où on verra effectivement s'il valait mieux garder deux champions de taille plus ou moins, enfin pas tout à fait équivalente, mais pas loin, ou effectivement constituer un plus gros, puis du coup un petit qui va peut-être grossir lui aussi. Ça, à l'avance, on ne sait pas. Monsieur Bertrand Camus, il avait un avis manifestement, mais en tout cas, bonne chance à lui. Il ira exercer ses talents ailleurs. Bonne chance au nouveau Suez aussi et aux futurs dirigeants. Allez, tout de suite, on s'intéresse à un pays où sûrement du Suez et du Veolia, quelque part, la Russie. Regardez ces quelques images. C'est évidemment la poignée de main, la rencontre et la poignée de main du jour. Rencontre sommet à Genève aujourd'hui entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Ils s'étaient déjà croisés, mais pas en tant que, pour ce qui est de Joe Biden, président des États-Unis. Première rencontre sous haute tension, écrivait la presse ce matin. Regardez par exemple ce papier du Figaro qui disait, c'était amusant d'ailleurs, ils vont tenter d'encadrer leurs relations pour éviter qu'elles ne se dégradent davantage. Tout un contexte, il faut dire. On va rappeler que le G7 du week-end dernier, on avait beaucoup parlé de la Chine, mais on avait aussi parlé de la Russie. L'AFP rappelant à l'époque, les dirigeants des grandes puissances du G7 ont demandé à la Russie de, je cite, cesser ses activités déstabilisatrices, y compris les interférences, on va y revenir, respecter les droits humains, demander des comptes aux responsables de cyberattaques depuis son sol. On va parler des questions cyber, évidemment, de la place de la Russie dans le numérique, mais d'abord d'un point de vue économique. Alors, il y a tous les ans un forum économique à Saint-Pétersbourg. Le dernier a eu lieu il y a pas si longtemps. Regardez ce papier du Monde, c'est une dizaine de jours. La Russie entrevoit une reprise prudente. Le pays entend jouer un rôle moteur dans la reprise mondiale. Il doit composer entre autres avec l'inflation et les sanctions occidentales. Déjà deux mots. J'ai écrit la Russie, combien de divisions pour commencer? Quel poids? Au sens économique du terme, pas le nom. Est-ce qu'aujourd'hui, alors la Russie n'est plus un poids lourd économique à l'échelle de la planète, évidemment, ça on le sait. Est-ce que globalement, c'est quand même un pays qui économiquement va pas si mal aujourd'hui, Alexis? Oui, tout à fait. Il y a plutôt des signaux positifs qui nous viennent de l'économie russe. Avant tout, il y a des problèmes liés à l'inflation. Un petit problème d'inflation puisqu'elle ressort à plus de 6%. Donc, ce qui va inciter la Banque centrale à envisager des hausses de taux. Ce qui pour nous est des chiffres énormes, même s'il y a 15 ans, tout le monde avait 6%, mais effectivement aujourd'hui, on est tous à des chiffres beaucoup plus faibles en Occident. Donc bien évidemment, il y a des effets de base liés à la stabilisation des prix de l'énergie, et puis liés à l'accélération des prix de matières premières, et puis surtout des prix de l'alimentation, qui est un problème politique en Russie. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une consolidation de la demande interne. Et donc, il y a même l'autorité monétaire qui a exprimé un certain nombre d'inquiétudes sur un phénomène de surchauffe
au niveau du crédit et au niveau de la consommation des ménages. Et dans notre scénario, où on attend une croissance à 3% en 2021, il y a une contribution de la consommation qui est quand même non négligeable. Et donc, c'est une économie qui se rétablit très bien et qui profite bien évidemment de la stabilisation des prix de l'énergie, mais aussi d'une politique budgétaire qui s'est avérée très expansionniste, qui a bien aidé les ménages à absorber le choc Covid. D'accord, donc c'est pas un pays, voilà, c'est pas un pays ravagé. Hein. En tout cas, c'est un pays qui se redresse bien, avec toujours une dimension quand même. Vous l'évoquiez sur l'énergie, une dimension matière première et énergie en termes, pour le coup, en tant que producteur, qui reste très importante dans le PIB du pays, qui reste une des forces. Une des dernières qui reste à l'économie russe. Oui. On peut dire ça comme ça? Oui, c'est l'un des éléments déterminants du cycle d'investissement russe. Donc, quand les activités de raffinage et d'exploitation du pétrole se portent bien, alors c'est l'ensemble du cycle industriel russe qui se porte bien. Et au-delà de l'impact sur le secteur de l'économie, il y a aussi une influence sur l'orientation de la politique économique russe, parce qu'avec les rentrées fiscales, vous avez plus de marge de manœuvre pour soutenir la demande interne. Donc tous les aspects de l'économie sont influencés par les fluctuations des prix de l'énergie. Quel regard, avant même de rentrer plus spécifiquement dans le numérique, quel regard vous posez, vous, en tant qu'entrepreneur, Lionel, sur ce grand pays qu'est la Russie, même si c'est plus un géant économique aujourd'hui? D'abord, la Russie, c'est un puits de talent. Il y a beaucoup de talent dans nos domaines. C'est des gens qui sont très bien formés, qui ont très bonnes universités. Ouais, c'est intéressant de rappeler ça. Ils ont très bons mathématiciens, ils ont très bons codeurs. C'est des gens qui savent réfléchir, qui savent structurer un code, structurer une pensée. Et ça, c'est très agréable. Comme partenaire, c'est des gens très agréables. Nous, on a l'occasion de travailler avec plusieurs partenaires russes. Ils sont très loin des clichés qu'on veut bien véhiculer ici et là. Donc, c'est agréable de travailler avec eux. Et puis, je pense aussi que la Russie a une vision à court terme et à long terme de son économie et de ce qu'ils veulent faire, en particulier dans la tech, on en parlera juste après, mais ils ont une vision, ils ont une feuille de route. Et même au quotidien, quand on négocie avec les Russes, il est très clair que c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'il y a un objectif de négociation, il y a une pensée avant d'entrer en négociation. On n'entre pas en négociation juste pour se dire bonjour et regarder comment le vent va tourner. On arrive avec une pensée. Et ça, je trouve que ça nous manque un peu. La Russie, c'est un vrai partenaire, un partenaire intéressant, qui nous apporte beaucoup, et dans notre façon de regarder nos façons de négocier, et dans ce qu'ils peuvent nous apporter technologiquement. Oui, c'est pas le Corée du Nord, quoi. C'est des gens comme nous, rappelons-le. Hein. Non, mais voilà, parce que souvent, on a l'impression, la Russie, Non, mais justement, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un petit peu ce soir. C'est de rappeler ça, même s'il y a des sujets géopolitiques majeurs avec la Russie, et quand même, y compris du point de vue des Américains, ils ne traitent pas la Russie quand même tout à fait au même niveau systémique que la Chine en termes de rivalité. On le voit bien, il a donné des gages. Le discours est très sévère de Joe Biden, mais il a quand même pas imposé de sanctions sur Nord Stream 2, ce qui est de fait le gazoduc qui va alimenter l'Est de l'Europe, notamment l'Allemagne en gaz russe. Il aurait pu le tuer. Il ne l'a pas fait. Et c'est des sujets d'ailleurs au sein de l'Union européenne. Les 27, on n'était pas d'accord d'ailleurs sur le sujet. Encore une fois, c'est les États-Unis de Joe Biden qui ont décidé quel serait le sort de ce fameux gazoduc Nord Stream 2. Donc c'est pas absurde, même sans rentrer dans les subtilités géopolitiques, de traiter les Russes comme des gens avec qui on peut raisonnablement quand même faire affaire. Non, bien sûr. Et puis en plus, il faut pas oublier, on parle de la Russie, mais il y a aussi toute la zone d'influence russe qui reste quand même très forte. Donc tous les pays d'Asie centrale, le Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan. Les anciennes républiques soviétiques. Ce sont encore des grands pays dans lesquels il se passe des choses, dans lesquels il y a de l'innovation, dans lesquels il y a du développement économique. Et c'est des pays qui sont, là pour le coup, vraiment sous influence russe.
Et donc, il y a des très gros acteurs, je pense à des acteurs bancaires, à des PSP, il y a des très gros acteurs qui ont une influence totale sur toute cette zone-là. Donc, ouais, ce sont des partenaires indiscutables, ce sont des partenaires qu'on ne peut pas juste, sous prétexte qu'il y a des problèmes en cybersécurité, dire on ne dit pas. Oui, on va y revenir. Il y a au-delà de la Russie une sphère russe, une espèce de... Voilà, y compris d'un point de vue économique, la Russie, c'est pas que la Russie, Ouais. y compris pour le regard de l'économie. Déjà, nous, en tant qu'assureur crédit, on regarde le risque politique. Ouais. Et donc, la Russie est un des acteurs majeurs de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, mais pas uniquement au Moyen-Orient, aussi en Asie. Et donc, ça, c'est l'un des points clés que l'on observe de près. On essaie d'analyser en particulier quel va être le nouvel équilibre qui va s'établir entre la Russie et les États-Unis. Et nous, de notre côté, ce qui nous impressionne avant tout, c'est la nouvelle orientation de la politique extérieure américaine, une sorte de nouveau paternalisme américain donc un paternalisme qui punit à court terme, qui est très dur à très court terme pour mettre en place des sanctions, notamment vis-à-vis de la Russie, mais qui laisse aussi des ouvertures à long terme, donc qui éduque en quelque sorte et qui laisse la possibilité d'évoluer dans un sens favorable. Et le troisième aspect de ce paternalisme un peu de la diplomatie, c'est cet établissement de règles claires, des lignes rouges, ou alors de ces règles qui viennent guider en fait les nouvelles relations commerciales au niveau international. Donc cette nouvelle orientation de la diplomatie Biden va aboutir à un nouvel équilibre avec la Russie. Ça ne sera pas dénué de tout risque politique. Et les dernières sanctions sur l'impossibilité pour les investisseurs américains d'investir dans des obligations russes en viennent d'en donner la preuve, quoi. Donc pour nous, ça va être source de risque et il va falloir regarder ça de très près. Et dans votre analyse du risque russe en Russie, est-ce que on va dire le régime autoritaire actuel est un gage de stabilité à la limite que l'assureur crédit valoriserait positivement, ou un gage potentiellement à moyen terme de déstabilisation parce que ça peut pas durer, etc. Peut-être comment vous pricez Poutine, vous assureur crédit Il n'y a pas de discrimination entre la Russie et les autres pays au niveau international. À partir du moment où vous voyez une multiplication des foyers de tension, disons, sociaux, à ce moment-là, ça correspond à une dégradation de votre... Ça rentre dans les mêmes grilles, hein, voilà, votre oui, environnement entre guillemets. risque. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Donc vigilance quand même, effectivement, par rapport à la situation actuelle. Alors je voulais rentrer un petit peu plus dans le numérique. Avant d'aller dans la cybersécurité, déjà le numérique, au sens, vous l'évoquiez rapidement, Lionel, à l'instant, tout le monde ne le sait pas, mais il y a des géants russes du numérique. Au-delà du fait qu'ils aient des bons mathématiciens et des bonnes universités, ce que vous nous avez rappelé, il y a par ailleurs des géants russes du numérique qui sont plus que crédibles. Bien sûr. Alors, on peut parler par exemple de Yandex, qui est quand même un géant, qui est comparable à Google ou à Baidu en Chine. Hein. Alors, c'est les moteurs de recherche. Et ce qu'a fait, c'est intéressant parce que quand on regarde le modèle chinois de développement de son numérique est très similaire au modèle russe de développement de son numérique. La Chine a dit, en gros, il y a 10-12 ans, écoutez, non, Google ne peut pas rentrer, et puis de toute façon, Zuckerberg, nous, ça nous fait peur, là, c'est très compliqué. C'est un problème pour la sécurité intérieure de notre pays. Donc, ils ont fermé les frontières, sous prétexte de sécurité intérieure, laissé les géants du numérique locaux émerger, puis réouvert les frontières. Et la Russie a fait en réalité exactement la même chose. Et maintenant, lorsqu'on va à Moscou, si on veut commander un taxi, on n'utilise pas Uber, mais on utilise Yandex. Si on veut un moteur de recherche, on n'utilise pas Google, mais on utilise Yandex. Et si on veut enfin Google Maps, c'est les cartes de Google ne sont pas à jour. Ce sont les cartes. Donc, ils ont une vision de la souveraineté numérique qui est donnée par ces outils qui sont des outils de souveraineté, c'est-à-dire comment on recherche sur Internet, comment on se déplace sur Internet, donc les outils, les Google Maps, Waze, etc. Et donc, ils ont développé ces géants. Et exactement comme l'a fait il y a 2-3 ans la Chine, la Russie, maintenant qu'elle a créé ces géants sont en train de s'ouvrir vers l'extérieur.
Et donc, on s'attend maintenant et on commence à voir les géants du numérique russe regarder des acquisitions en Europe, regarder des acquisitions en Asie, essayer de capter des marchés en Afrique, etc. Donc, Et en termes de techno, ils sont tout à fait au niveau. C'est ce que aussi. en termes de technique, en termes de techno, ils sont plus qu'au niveau. Plus qu'au niveau, Ils sont, ouais. Bien sûr, ils sont tout à fait crédibles. Et c'est soutenu par le fait qu'ils ont des talents qui sont extraordinaires en Russie. Ouais, d'accord. C'est pas du tout un pays sous-développé numériquement, du tout, au contraire. Oui, non, mais c'était bien d'insister là-dessus. Alexis, Lionel, à l'instant, parlait de la similarité du modèle russe et chinois sur l'émergence des géants de la tech. Est-ce que, au-delà de l'émergence des géants de la tech, alors à plus petite échelle, il y a d'autres éléments de similarité entre ces deux puissances qu'on classe souvent en Occident dans le cas des méchants, dans le camp des méchants, pardon, en termes de développement, de type d'influence de l'État. Alors bon, la Russie, c'est un régime autoritaire, mais c'est pas un parti unique quand même comme en Chine. Ça va pas jusque là. Mais voilà, les similarités, elles sont au-delà de juste le moteur de recherche Internet. Et voilà, il y en a d'autres dans le domaine économique. Ouais. Oui. Donc moi, j'insisterai sur cet aspect centralisé. Je trouve que votre idée est super. C'est ça, quoi. Il y a un modèle de développement de l'industrie technologique et qui va, si on devait faire des comparaisons, bien au-delà de la comparaison Chine-Russie, parce qu'on peut aller même jusqu'aux États-Unis. Apparemment, ces modèles sont très très différents. Mais qu'est-ce qu'on a au cœur de tout cela? On a des clusters qui bien souvent sont organisés autour de l'industrie militaire, qui est ultra puissante en Chine, qui est ultra puissante aux États-Unis et aussi puissante en Russie. Ouais. en Russie. Et donc, lorsque vous organisez votre recherche et développement autour de l'industrie de l'armement, de la recherche liée à l'armement, vous en arrivez très vite à des techniques, des technologies qui sont de pointe. Et donc, effectivement, il faut protéger ces industries au départ pour qu'elles puissent bénéficier des économies d'échelle par la suite, qu'elles puissent bénéficier et se propager au sein même de larges populations, la plupart du temps. Donc, il y a effectivement un modèle de développement de ces technologies qui est propre, qui est commun à la Russie et à la Chine, mais qui est aussi propre aux États-Unis. C'est ce qu'on a observé avec le développement d'Internet il y a un certain nombre d'années. C'est la nouvelle version 21e siècle de ce qu'on appelait le complexe militaro-industriel. Enfin, on avait parlé de ça aux États-Unis à l'époque, mais donc il y a un lien, pas uniquement dirigiste, mais efficace en termes d'usage de la technologie, de développement des technologies et ensuite de diffusion dans l'univers civil, du lien avec le militaire en Russie aussi. Oui, exactement. On a essayé de mesurer cet indicateur de centralisation du pouvoir pour voir si ces modèles économiques étaient plus efficaces, et notamment dans un contexte Covid. On n'a pas réussi à le démontrer, mais ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que ces pays qui sont les plus avancés du point de vue technologique ont été les plus résilients. Parce que vous avez pu organiser vos activités à distance de manière beaucoup plus efficace. Vous avez pu organiser votre politique sanitaire de manière aussi plus efficace grâce à cette qualité technologique. Donc le côté centralisation du pouvoir, on n'a pas réussi à le démontrer, mais le côté technologique, force technologique pour être résilient dans un contexte Covid ou de crise sanitaire, ça on a réussi à le démontrer. Oui. Malheureusement, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que faut être un dictateur pour être résilient, et que la démocratie est donc, ce que je comprends, est donc un facteur qui dégrade les notes de chez Euler. Donc Pas uniquement parce qu'il y a les États-Unis quand même qui étaient mis dans le lot, qui n'est pas totalement chez Alexis. Là. C'est un modèle de démocratie fragile, c'est l'indépendance, mais Alors, du numérique officiel au numérique officieux, il y a un capa. Évidemment, quand on pense à la Russie, on pense cyberattaque, etc. Encore, voilà, ce papier, aujourd'hui dans le Figaro, entre Russes et Américains, la guerre fait rage dans le cyberespace. Le monde connecté a décuplé les possibilités d'action subversive. Il y a une espèce de Russian touch dans le hacking international aujourd'hui, lié à la fois à la compétence et à une volonté, pour le coup, qui serait étatique de déstabilisation des autres. Comment, vous qui êtes là-dedans, Lionel, vous voyez le discours, ou en tout cas tout ce qui est porté auprès du grand public, qui n'y connaît rien, comme moi, qui dit manifestement, il y a les méchants russes, à chaque fois qu'il y a un truc, ça vient de là-bas. Alors, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire les attaques telles qu'elles sont faites là, alors pour comprendre comment ça marche une attaque, très rapidement, c'est quelqu'un qui rentre chez vous, qui va trouver une faille, et qui va rester chez vous pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, avant d'attaquer. Donc c'est quelqu'un qui rentre chez vous et qui va petit à petit visiter les pièces, trouver tous les verrous
prendre vos backups, brûler vos backups, parce que tant que vous avez des backups, ça sert à rien, on s'en moque. Donc d'abord il va chercher vos backups, brûler vos backups. Ensuite, il va être exactement partout. Et lorsqu'il a la conscience et la technologie pour vous bloquer complètement, il lance une attaque. Ça ne peut pas être fait sans beaucoup de fonds, sans beaucoup d'argent, sans beaucoup de technologie, et ça ne peut pas être fait en cachette. C'est pas deux gars dans leur garage, quoi. Non. Ça, cette époque-là n'existe plus Non. ou n'a jamais existé, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'elle n'a jamais existé, j'en sais rien. Il y a certainement des gens très talentueux qui arrivent à piquer le numéro d'une carte bleue et aller le revendre sur le dark web. Ça existe, ça existera toujours, mais c'est pas très grave. Mais c'est pas de ça dont on parle. Là, ce dont on parle, ce sont des attaques qui sont systématiques. Donc c'est pour moi, ça ressemble à une armée qui fait ça de façon systématique, organisée. Et ça, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, on n'a aucune réponse, quelle qu'elle soit, parce que jusqu'à présent, on dit que c'est la Russie, mais la chose qu'on ne fait pas et qu'on n'a pas réussi à faire encore, mais je ne sais pas si, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas comment nos armées aujourd'hui sont organisées pour répondre à ce type d'attaque, mais aujourd'hui, on n'a pas identifié l'ennemi. On dit c'est la Russie, peut-être pas, j'en sais rien. Parce qu'à un moment donné, il y a des adresses russes, quoi, mais oui, enfin, des adresses au sens informatique du terme. Ça ne veut rien dire du tout. Oui. En revanche, on n'a pas identifié l'ennemi. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux, il y a des gens qui sont organisés avec des puissances très importantes, qui organisent des attaques très très bien montées, et contre lesquelles aujourd'hui, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas identifié l'ennemi. Et ça, c'est un véritable problème. Alors maintenant, j'entends ce discours-là qui est en train de tourner, qui dit, parce que c'était un peu ce que laissait entendre l'article du Figaro, qui dit en gros, oui, en fait, c'est parce que Poutine, donc il admettrait qu'il y ait des gens qui font ça sur son territoire, mais il les a pas identifiés, il n'arrive pas à les arrêter, alors peut-être qu'il allait les arrêter. Moi, je pense que ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, pour déployer des attaques de cette envergure, c'est pas ni 10, ni 15, ni 20 personnes dans un garage qui lancent une attaque comme ça. Il faut une puissance beaucoup plus importante. Et il faut une puissance qui soit une vraie puissance d'État, qui est pour moi, c'est une armée du cyber qui nous attaque aujourd'hui. C'est pas moins que ça. Est-ce que justement cette question, cette mauvaise réputation russe sur ces sujets-là, précisément par rapport à l'appréciation de la Russie, du risque pays, etc., c'est quelque chose comment vous l'appréhendez Oui, ça fait partie des risques qu'on a identifiés comme devenant systémiques. Ouais. Et donc, quand vous devez demander aux spécialistes du marché qu'est-ce qui peut être un risque systémique après quelque chose comme la crise du subprime, une attaque cyber d'ampleur considérable pourrait mettre à mal l'ensemble d'un système économique tel que les États-Unis. On se souvient de SolarWind, la cyberattaque qui était en provenance de la Russie et qui a expliqué les sanctions par la suite des États-Unis vis-à-vis de la Russie. Et là, c'est l'ensemble de l'administration fiscale des États-Unis qui avait été attaqué par cette attaque. Et donc, de façon très maligne, puisque c'était la mise à jour d'un logiciel officiel. C'est par là qu'ils étaient, entre guillemets, entrés. Donc voilà, ils étaient mis dans la... C'était mis dans la mise à jour du logiciel. Et le logiciel équipant plein de gens. Tout le monde a fait sa mise à jour et a fait rentrer... voilà, Et on avait affaire à un risque systémique parce qu'effectivement, les marchés, à ce moment-là, quand ils ont compris que l'ensemble de l'administration fiscale avait été hacké, a commencé à se poser des questions et à réagir assez négativement. Donc, on est vraiment dans l'émergence d'un nouveau risque systémique, je dirais. Mais ce que je veux dire, alors c'est vrai, tout ça c'est vrai, mais quand même, d'un point de vue, quand on regarde, tout à l'heure on parlait des États-Unis, la puissance qu'a un Google aujourd'hui. Alors, elle a l'air de ne pas être dévouée au mal, si on veut être très manichéen, mais sa puissance concrète, elle n'est pas moins importante. Je vous donne un exemple très simple. Si demain, on utilise tous Waze en voiture, et tous les taxis aujourd'hui ont maintenant Waze dans leur voiture, si demain, Waze voulait créer des embouteillages gigantesques dans Paris, ou empêcher les députés d'aller voter, en créant des embouteillages, eh bien, c'est pas très difficile. Donc, ce que je veux dire, c'est que la puissance de ces outils numériques va bien au-delà de ce qu'on imagine même.
Ce que vous dites, c'est qu'il faut s'en préoccuper, y compris chez nous. Pas uniquement forcément dire il y a quelques méchants chinois et quelques méchants russes. C'est pas La dépendance théorique, elle est très forte et elle est globale, elle est partout et elle est tout à fait partagée. Donc oui, d'un côté, on voit des gens très méchants en disant ça c'est une attaque, de l'autre côté c'est légitime. Le fait que Google récupère la totalité de mes déplacements, ça a l'air légitime parce que j'ai l'air d'avoir cliqué sur un petit bouton que m'a proposé la CNIL. De l'autre côté, l'autre a récupéré une information de façon plus malicieuse. Moi, je ne vois pas bien la différence entre tout ça. Il y a un danger de souveraineté des données. La donnée est une matière première dangereuse qui se manie avec délicatesse, qui se manie avec... c'est un enjeu. Et aujourd'hui, il faut prendre la mesure de cet enjeu et de dire qu'on n'est plus attaqué par les Chinois ou par les Russes et pas du tout par les Américains. C'est une vision, c'est une vision idéale du monde qui n'est pas la réalité. Il y a les attaques et puis il y a les pannes. Je m'éloigne un tout petit peu de la Russie, mais l'autre jour, on a eu une panne d'un intervenant, là, Fastly. Non, pas les, non. Fastly, là, justement, qui a des centaines, des milliers de sites qui ont été tombés en rade. Alors, pas pendant longtemps, pendant une heure, etc. Mais on voit... On perçoit avec la panne d'un opérateur dont 99% des gens ne connaissent pas l'existence, qui est au milieu de une étape au milieu de la chaîne. C'est ces entreprises qui répliquent les sites pour que ça aille plus vite, c'est ça, en gros, pour résumer, qui tombent en panne. Et vous avez mettez les sites de la planète, je caricature, mais qui tombent en rade. Donc il y a aussi une dépendance à la panne, qui n'est pas forcément avec une volonté de nuisance au départ. C'est pour ça que, par exemple, la Chine est un intranet et pas un internet. C'est-à-dire que c'est un réseau fermé. Donc même si les sites de réplication, etc., on pourrait toujours continuer à communiquer de Chine en Chine. Alors que si demain, le .fr devait ne plus être répliqué, eh bien, tous les sites en France cesseraient de fonctionner, y compris la sécurité sociale, qu'on s'appelle Amélie, et tous ces sites-là ne répondraient plus. Donc là, on est dans les risques, dans les signaux noirs, dans les risques systémiques qui sont en tête de liste. Quand on parle des marchés, mais on peut parler des infrastructures. Et même si Orange n'est pas un exemple parfait, mais on peut imaginer que dans les infrastructures qui nous sont nécessaires dans la vie quotidienne, l'eau, l'électricité et les télécommunications, si ces systèmes d'infrastructures sont mis à mal par des attaques cyber, alors à ce moment-là, on en mesure les conséquences directes en termes de victimes réelles. On a vu avec Orange qu'il y avait eu vraiment des victimes. Et donc, on peut imaginer des attaques qui viendraient mettre à mal ces infrastructures et viendraient créer directement un certain lot de victimes. Allez, une petite pause très rapide. On reste dans la technologie. Juste après, on va parler, mais de la technologie chez nous, on va parler de la French Tech. Retour dans Late et Smart, merci de rester avec nous. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons nous intéresser aux entreprises, aux startups françaises de technologie avec ce label, cette appellation de la French Tech. Une réussite, point d'interrogation, c'est le thème de ce bout d'émission tout de suite à l'occasion de la reprise, en tout cas de l'ouverture aujourd'hui et demain de Vivatech, le grand rendez-vous annuel des startups de la technologie en France, qui avait raté son édition en 2020 pour des raisons que vous pouvez comprendre et qui donc a rouvert aujourd'hui. Vivatech, je démarque par vous, vous y étiez tout l'après-midi, il y a une preuve, vous avez même encore le badge. Lionel, vous étiez alors déjà un petit sentiment d'ambiance. Content de retrouver la grande foule des start-upers cette année. Quel était le moral, quelle était l'ambiance? Non, il y a eu une ambiance formidable. On le savait, mais on s'en rend compte. Rencontrer ses partenaires, rencontrer ses grands clients, rencontrer ses copains. Non, mais c'est comme ça qu'on fait la tempête de la tête, disent les Anglais. Non, mais les idées, les nouvelles idées, c'est indispensable de se rencontrer, de se parler, de se rencontrer par hasard. C'est-à-dire que ce dont je me suis rendu compte là après passer 1 an et demi sur Zoom, et une réunion Zoom, elle n'arrive pas par hasard. C'est que le hasard et la créativité liée au hasard, croiser quelqu'un à l'alpaguer dans un couloir, lui dire tiens, et si on faisait ça ensemble, c'est extraordinaire. Et ça ne peut se passer que dans un salon. Voilà. Donc moi, j'étais ravi de rencontrer tous les gens. Bonjour, tous les gens que j'ai vus cet après-midi. C'était formidable. On a fait plein de trucs ensemble. On s'est beaucoup amusé. Et tout le monde avait le moral. Est-ce que la French Tech a le moral, avant de parler un petit peu économique de tout ça, notamment? La French Tech a globalement le moral. Les valeurs tech, elles se sont globalement bien mieux comportées que toutes les autres valeurs. Cela dit, c'est quand même un petit point négatif, parce qu'on est français, quand même qu'on dise un point négatif, sinon ça ne marche pas. Sinon, je vais le faire. Allez-y. Non, mais ce Vivatech,
c'était une idée de Macron qui était allé en Israël au DLD, à Tel Aviv, qui est un gathering de boîtes de tech. Et là, en arrivant ce matin à Vivatech, la seule chose que j'ai vue, alors Orange, ils sont formidables, j'ai vu la BNP, j'ai vu la Poste, j'ai vu la RATP. Les grosses boîtes, quoi, vous voulez dire. J'ai vu que les grosses boîtes. Avec des Et gros puis, stands, c'est ça, ce que avec vous des dites. très très gros stands. Et puis j'ai vu des petites startups qui ont des micro-stands comme des petits faire-valoir au sein de... Mais c'est pas ça la French Tech, c'est pas ça la tech, c'est pas ça l'innovation. L'innovation, c'est pas d'aller quémander un stand auprès de la RATP ou de BNP qui veut bien vous laisser 3 mètres carrés parce que ça va faire du bien à sa communication. Aujourd'hui, la French Tech, c'est quand même un faire-valoir pour l'innovation des grands groupes. Et ça, c'est dommage. C'est pas encore un secteur à part entière. Et ça, je trouve ça très dommage parce qu'il y a au sein de la French Tech quand même d'abord des très belles réussites, des très belles valeurs. Et il y a de quoi faire un vrai salon de la tech. Pas un salon des grands groupes qui ont envie de se frotter à la tech. D'accord. Bon, là, il y a aussi la question du modèle commercial de l'événement, mais c'est leur affaire. Mais en même temps, voilà, élargissons au-delà de Viva Technologies, de Vivatech. La French Tech, nouveau moteur pour l'emploi et l'économie française, titrait Les Échos, qui est organisateur de l'événement, hein, disons-le, en toute transparence, avec à la fois 2 chiffres, plus d'un Français sur 2 utilise une innovation issue Next 40, French Tech 120, voilà, les espèces de groupements de la French Tech au moins une fois par mois. Bon, et surtout, c'est intéressant, ces entreprises représentent 163 000 emplois directs et indirects sur tout le territoire, selon une étude du cabinet Roland Berger, qui est présentée en exclusivité dans le journal à l'occasion de cet événement. La même étude qui nous dit le site Les Numériques, nous dit que la French Tech pourrait contribuer à 6% de la croissance du PIB d'ici à 2025. Est-ce que ces chiffres, l'économiste, ils vous paraissent conservateurs, ils vous paraissent ambitieux, ils sont crédibles? Alors on se dit 6%, c'est pas absolument colossal, hein, c'est pas toute la technologie, hein, c'est dans le pays, c'est la French Tech, donc c'est globalement les jeunes entreprises, celles qui ont un peu grossi, mais voilà, c'est presque un label French Tech. Ce sont des chiffres crédibles, mais en même temps, il ne faudrait pas sombrer non plus, encore une fois, dans un optimisme complètement généralisé. C'est bien de favoriser justement ce genre de nouvelles technologies, d'industrie, de compagnie, mais en même temps il faut accompagner cette politique industrielle avec une politique d'accompagnement au niveau de l'emploi. Parce qu'on sait très bien que cette plus grande efficacité économique qu'on va atteindre grâce à ce genre de compagnie et au développement de ce genre de compagnie va aussi aboutir à une certaine forme de destruction d'emplois. Donc ce qui est toujours nécessaire, c'est de mener une politique industrielle vraiment très agressive du point de vue de la recherche, de l'innovation, de faire grandir ces petites entreprises qui sont très prometteuses, mais en même temps, regarder l'impact sur le marché de l'emploi parce que ça crée aussi une forme de destruction d'emplois. Donc là, on parle des créations d'emplois qui sont liées à ce secteur, mais oui, c'est pas du net, hein, voilà. C'est pas du net. Il faut regarder, par exemple, dans le secteur de la distribution, ce à quoi ça aboutit. Mais les deux aspects sont tout à fait compatibles. Et donc, il faut avant tout garder un esprit optimiste par rapport à ça. Est-ce que globalement, par rapport à une vision internationale, il faut au moins européenne des choses, le poids de la technologie, du secteur de la technologie, d'un point de vue macro, hein, et en France, satisfaisant, insatisfaisant, trop faible par rapport à d'autres, devrait être encore plus encouragé, puisque la question, c'est la French Tech, une réussite, au-delà du label, hein, effectivement, le secteur. Est-ce que macroéconomiquement, vous avez l'impression que la France tient son rang avec dans ce domaine? L'approche qu'on a adoptée pour essayer de mesurer cette question-là, c'est une sorte d'indice d'agilité sur le plan digital. Et ce qu'on a observé, c'est que en combinant un ensemble de facteurs liés aux infrastructures, à la connectivité, à la taille du marché digital, on aboutit à un classement de la France de niveau 15e dans le rang international, avec en première position les États-Unis, puis on retrouve le Japon, les Nordiques, et puis les pays de l'Asie du Sud-Est qui sont un petit peu en dessous de notre poids en termes de puissance, hein, puisqu'on est encore 6e puissance. Oui, tout à fait. Donc sur la dernière estimation qu'on a fait, on a progressé de 2 rangs. Ouais. Donc c'est plutôt optimiste. Et du point de vue de l'impact sur la croissance potentielle, il n'y a aucun doute, quoi. Les gains en productivité qui sont liés au progrès au niveau digital et au niveau technologique sont indéniables. Donc oui,
c'est favorable pour le développement à long terme, mais attention, il y a des pays qui progressent dans ce classement à des rythmes beaucoup plus élevés que le nôtre. Par exemple, la Chine qui a gagné 5 rangs Oui. entre l'avant-dernier et la dernière estimation que l'on a faite. D'accord. Bon, en même temps, la Chine, on imagine bien qu'on n'est plus, qu'on n'est plus forcément dans la course. Et en Europe, on se situe bien en Europe dans votre Disons qu'il y a une domination des pays nordiques. Et donc, un 15e rang pour la France, étant donné le poids économique de la France dans l'Europe, c'est peut-être quand même, ça témoigne encore d'un certain retard. Mais voilà, on a gagné 2 rangs et je pense que le gouvernement qui est à l'œuvre La dynamique est positive selon vous. avec une politique de l'offre qui est plutôt encourageante, va dans le bon sens. Et ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit Lionel, c'est cette espèce de description du capitalisme à la française, cette difficulté qu'on a à faire grossir des petites entreprises, des jeunes pousses. Donc la description que vous faisiez était pour moi illustrait parfaitement ce mal un peu français qu'on a de faire grandir des jeunes pousses issus du secteur technologique. Puisque vous parlez du gouvernement, juste un mot. Cédrico, il était à Vivatech ce matin, notre secrétaire d'État au numérique, il a tweeté l'initiative Scale Up Europe pour faire émerger des géants technologiques, sous-entendu devenir plus gros. Voilà, on en parlait sur la scène de Vivatech ce matin. 40 milliards de dollars levés par les entreprises européennes du numérique en 2020. Nous avons les talents et l'ambition. Accélérons, point d'exclamation, nous dit le ministre. Il faut accélérer. Est-ce que globalement le bilan est positif quand même à date selon vous, Lionel, de toute cette initiative French Tech, du label, des aides, du marché du capital investissement sur ce secteur qui est globalement à son plus haut historique quand même chez nous? Le bilan, il est très positif si on regarde l'attractivité vers de nouveaux entrants pour faire de la série A. Ça, c'est extrêmement positif. La série A en termes de niveau d'investissement, de levée de fonds. C'est-à-dire type de levée de fonds. Ouais. Quelqu'un il a une idée, il s'est dit tiens, je vais faire une application pour les chiens, on va leur mettre un chapeau, ça va faire des chiens un chapeau. C'est formidable. Il va faire un PowerPoint, il va réussir à lever 1 million d'euros. Bon, ça. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire et c'est formidable. Genre, évidemment, j'ai l'air un peu ironique avec le chien et son chapeau. Non, mais c'était positif dans votre esprit. Mais c'est très positif et je trouve ça formidable. Donc, mais ce qu'on a créé, c'est une forêt de bonsaï. Donc, on a essaimé l'argent, et une forêt de bonsaï, ça ne va pas devenir une forêt de chêne comme ça. Il n'y a aucun outil de consolidation. Aucun outil de consolidation possible sur le marché. Pour une raison simple, quand vous avez des VC qui ont tous investi, capitaux risqueurs, oui, des capitaux risqueurs, qui ont tous investi dans 10, 15, 20, 30 startups, évidemment, ils ont tous l'impression, un par un, donc on a déjà des entrepreneurs avec des gros égos, ça c'est normal, on a des VC qui ont des égos encore supérieurs à ceux des entrepreneurs, et donc tout ça crée un espèce de magma qui ne se consolide jamais. Et donc on préfère voir des sociétés mourir que voir des sociétés se consolider. Et moi je vois là, par exemple dans l'année qui vient de se passer, j'ai autour de nous quelques très belles sociétés qui se sont juste évaporées, qui ont juste arrêté de fonctionner, alors qu'elles avaient... Par défaut de financement ? Par défaut de financement, c'est même pas des défauts de financement, par défaut de capacité de consolidation. D'accord. Il faut organiser la consolidation, c'est-à-dire que... Il faut les marier entre elles. Il faut les marier entre elles. D'accord. Absolument. Et ce que font bien les Allemands, et ce que font bien les Hollandais, c'est de créer dans certains secteurs des pôles, et puis ensuite, on fait croître ces pôles, et on arrive à des tailles assez critiques. Et c'est essentiel, c'est très important. Nous, on discute par exemple avec, alors je ne vais pas donner de nom, mais avec des gros acteurs de la monétique. Un gros acteur de la monétique, s'il veut acheter une fintech française, il ne peut pas l'acheter 50 millions. Il ne peut pas l'acheter 100 millions. Il peut acheter une boîte quand elle vaut 300 millions, 400 millions, 500 millions, parce qu'elle sera suffisamment grosse pour avoir un impact sur l'avenir de ce grand groupe international, de l'acheteur. En France, les acquisitions qui sont faites par les grands groupes du CAC que je vois à Vivatech, c'est en gros, c'est 20 millions, 30 millions, 40 millions. Et en réalité, ces sociétés, lorsqu'elles sont absorbées, elles s'évanouissent le jour où elles sont absorbées. Et elles n'ont pas déjà la taille critique. Elles n'ont pas la taille critique, les sociétés ne sont pas structurées pour les absorber, et puis de toute façon, il y a un espèce de non-invented here qui fait que les grands groupes ont l'impression, et elles peuvent tout faire. Donc,
donc il y a un problème culturel. Le problème, donc la French Tech est une extraordinaire réussite en amorçage, en série A, série B. Ça n'en est pas encore une pour créer des ETI, des sociétés de taille intermédiaire, des sociétés technologiques de taille intermédiaire, qui sont assez grosses pour aller conquérir le monde. D'ailleurs, l'Europe l'a très bien compris. La Banque européenne d'investissement propose aujourd'hui des outils financiers aux sociétés européennes pour croître. Il y a peu de fonds de grosses, il y a peu de fonds qui permettent à un capital risqueur qui a mis de l'argent dans une société, le jour où il a besoin de retirer son argent, il n'a pas d'autre solution que de vendre la boîte. Et ça, c'est un frein qui aujourd'hui est systémique à la technologie française, de mon point de vue. Vous le voyez ce frein identifié aussi, Alexis? On le voit en économie, on le voit dans un courant un peu théorique de l'économie. Il y a des chercheurs qui ont mis en évidence, qui se sont posé la question de pourquoi les gains en productivité au niveau international sont si faibles dans les pays développés, notamment en France. Et ce facteur-là d'absorption prématurée des jeunes pousses technologiques, empêchant la transmission, disons, optimale des gains de productivité qui pourraient être retirés de cette innovation. Cette absorption par des grands groupes, donc l'effet de domination, l'effet oligopolistique, la structure du marché oligopolistique ou monopolistique, quelquefois, vient bloquer les gains en productivité. Donc ça a été démontré sur le plan de la théorie économique. Qui doit faire ces mariages alors? Très fier. Et est-ce que ça doit se faire à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe? Parce que vous dites que les Pays-Bas le font mieux, les Allemands le font mieux, les Scandinaves le font mieux, je ne sais pas. Il y a effectivement un des thèmes, semble-t-il, ce matin à Vivatex, c'était Scale Up Europe. Et puis voilà, je voyais ce confrère-là. Pourquoi la French Tech doit se transformer en European Tech? Je le disais dans le sommaire. Est-ce que c'est dérisoire de rester sur le côté français, où on peut quand même dans un premier temps faire cette consolidation en France avant de regarder l'échelle du continent? Alors, je pense qu'il y a deux niveaux qui sont différents. Il y a d'abord les boîtes américaines ou chinoises, elles grossissent d'abord sur un marché local, sur leur marché local. Mais qui est infiniment plus grand. Et la question du marché local européen, il reste absolument à construire. Il n'y a pas de marché local européen. Et donc ça, est-ce qu'il faut travailler sur la constitution d'un marché local pour les fintech, une réglementation unique européen, et pas seulement pour les fintech, dans l'agritech, dans la tech, dans toute la technologie numérique, ça reste à construire, et ça c'est un frein à la croissance de toutes les boîtes européennes. Ensuite, la consolidation. Pour se consolider, il faut se connaître. Et pour se connaître, on se marie avec son cousin, son voisin, son copain. Plus facilement qu'avec quelqu'un d'une autre culture. Oui. Donc je pense qu'il faut déjà commencer entre nous. Et ensuite, on va continuer à grandir. On n'est pas à l'échelle si on se dit on va commencer à organiser des mariages entre les boîtes de technologie françaises et les polonaises et les scandinaves et les allemandes. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est du wishful thinking. Déjà en France, au sein même des fonds. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et puis ensuite, on ira plus loin. Mais donc, vraiment, deux questions. Le marché, ça, c'est indispensable. Et capitalistiquement, je pense qu'il faut commencer par travailler sur le niveau local. Le marché local, à l'échelle de l'Europe, c'est un facteur d'accélération de la productivité, de la croissance, etc. Mais ça reste un peu une arlésienne, voire un Graal. Je ne sais pas comment ce qu'il faut dire. On en parle depuis longtemps. Alors, il y a le marché des produits, il existe assez bien. Le marché des services, et puis quand on parle numérique, on parle de normes, on parle de machin, etc. Celui-là, il n'existe pas. Ça reste un objectif, et pour le coup, c'est un critère important de croissance du continent, là, j'imagine. Pour moi, c'est quand même concret, c'est quand même tangible. Quand on regarde les initiatives de Thierry Breton au niveau européen, et quand on parle de... Ah, dans les initiatives, oui, mais lui, il est là depuis un an. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'Europe avance à marche forcée vers l'harmonisation des normes, vers la protection des données, vers la lutte contre des structures de marché oligopolistiques. Donc je pense qu'en Europe, on va dans la bonne direction. Le seul problème, c'est qu'on adopte une politique industrielle technologique, je dirais, défensive. Alors que le reste du monde adopte une politique industrielle technologique offensive. En fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder la frontière technologique. La frontière technologique, qu'est-ce que c'est? C'est quel est le meilleur pays dans une certaine technologie. Et en tant que pays, en tant que gouvernement, vous dites à l'ensemble des partenaires économiques, dans 5 ans, il faut qu'on soit les meilleurs. Donc le problème, c'est qu'il faut identifier l'objectif que l'on veut atteindre, être offensif. Et ça, la Corée du Sud, le Japon,
la Chine, les États-Unis, ils l'ont très bien compris. C'est surtout une culture de la politique industrielle qui est propre à l'Asie du Sud-Est. Donc, en Europe, il s'agit, selon moi, de compléter cette politique, cette approche un peu défensive et adopter radicalement une approche offensive et mobiliser l'ensemble des partenaires économiques, parce qu'on ne parle pas uniquement de ceux qui sont innovants, mais on parle aussi de ceux qui financent, puis on parle des universités, on parle de clusters, et ces clusters existent au niveau européen. Allez, accélérons. Voilà, c'est ce qu'a conclu dans son tweet le ministre ce matin. Il nous reste 2 minutes, une ou deux toutes petites actualités à commenter pour terminer l'émission. Pour terminer rapidement, regardez, tout à l'heure je parlais du secrétaire d'État au numérique, notre monsieur transport du gouvernement, Jean-Baptiste Djebari. Regardez ces photos et ce tweet sur une start-up française qui s'appelle Midnight Train, qui nous dit des trains de nuit, pour l'interrogation plutôt des hôtels sur rail avec chambres, salles de bain et restaurants qui relieraient Paris aux capitales européennes dès 2024. C'est une start-up française et ça donne très envie, nous dit-il. Voilà, on parlait de haute technologie, le service c'est aussi avec des bons vieux trains. Il est pilote de ligne de formation et de métier d'ailleurs, Djebari. Là, il s'intéresse aussi au plancher des vaches, aux bons vieux trains. C'est vous qui êtes dans l'univers du numérique. Il n'y a pas que le numérique dans la vie, il y a aussi les services de base aux consommateurs, le train, réinventer le train de nuit, ça vous paraît... C'est une fixette du gouvernement, parce qu'il y a une nouvelle ligne pour le train de nuit, et maintenant c'est le train de nuit New Look. Bon, mais c'est pas public, ça pour le coup, c'est une start-up qui s'appelle Midnight Train, c'est pour fin 2023, vous y croyez? Absolument, moi je pense que c'est formidable, parce que la technologie de la nuit, ce qu'on fait pendant nos nuits, et l'idée de pouvoir dormir et se déplacer en même temps, c'est un rêve dans l'histoire de l'humanité. Donc moi j'ai fait ça quand j'avais 18 ans, je prenais les trains en Inde et je dormais dans les trains. Ouais. Je trouve ça extraordinaire de dormir dans un train. Je trouve ça c'est une invitation au rêve. Et donc la technologie, ça doit inviter à rêver. Donc moi je trouve ça formidable. Vive les trains de nuit, et dès que ça est possible, je vais prendre un train de nuit. Des lignes reliant, donc le projet, des lignes reliant la péninsule ibérique d'un côté, l'Italie de l'autre, plutôt qu'une heure d'avion, vous êtes partant? Oui, à fond. C'est un autre modèle de développement. On a parlé de technologie, c'est un modèle de développement, mais il y a aussi le modèle de développement durable, protéger l'environnement, donc prenons le train. Oui, avec un petit côté soit Mr. Orient Express, soit James Bond. Il y a souvent des trains de nuit dans les James Bond, donc ça fait rêver un petit peu le train de nuit. Voilà, il faut régler les... Arriver à Venise en train, et voilà, l'arrivée au petit matin sur Venise, c'est quand même extraordinaire. Voilà, bon rendez-vous est pris, décembre 2023, on fera peut-être une émission là-dessus. Merci de nous avoir écoutés, regardez jusqu'au bout. Très bonne soirée, demain matin, plus besoin de masque dans les rues. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Bismart, né il y a un an, jour pour jour, de même que l'émission. Très bonne soirée, à demain.